Géraldine Mühlmann. Nous vous proposons cette semaine une série d'émissions sur le thème de la propriété. Premier épisode aujourd'hui, pourquoi y a-t-il un droit de propriété ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le juriste et théoricien politique Vincent Valentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Rennes et spécialiste de la pensée libérale. Vous avez publié Les conceptions néolibérales du droit aux éditions Economica en 2003, Les penseurs libéraux avec Alain Laurent aux éditions Les Belles Lettres en 2014 et toujours aux Belles Lettres en 2013, Franz Oppenheimer, Moyens économiques contre moyens politiques. J'accueille aussi le philosophe Pierre Crétois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez publié Le renversement de l'individualisme possessif de Hobbes à l'état social aux éditions Classique Garnier en 2014, La part commune, critique de la propriété privée aux éditions Amsterdam en 2020 et toujours chez Amsterdam récemment, en février 2023, La copossession du monde vers la fin de l'ordre propriétaire. Un territoire grand comme 2 fois la France, c'est ce que revendique la Russie devant les Nations Unies. Et pour cause, la zone appelée la dorsale de Lomonosov abriterait selon Moscou un trésor, l'équivalent de 586 milliards de barils de pétrole, soit 2 fois plus que les réserves de l'Arabie Saoudite. Une manne que les Russes aimeraient exploiter. Pour ce militant écologiste, il faut au contraire protéger la zone. J'espère que la demande russe ne sera pas examinée, mais que la création d'une réserve naturelle autour du pôle Nord sera évoquée. Ce serait une excellente décision qui ferait jurisprudence pour les pays de l'Arctique, mais aussi pour tous les autres. L'Arctique est un territoire qui suscite beaucoup d'intérêt et que se disputent les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark. Le pouvoir russe a décidé d'en faire une priorité. Vladimir Poutine a établi une commission chargée de développer les projets économiques dans la région. Il a également modifié sa politique de défense. Il compte désormais mettre l'accent sur la flotte navale qui patrouille dans la zone. La Russie avait déjà réclamé une extension de son territoire en 2001, demande qui avait été rejetée par l'ONU. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. C'était un reportage de France 24 en août 2015 sur la bataille de l'Arctique. Alors, à la fin du XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke réfléchissait aux fondements du droit de propriété en remontant à une situation en quelque sorte principielle, celle, il y a longtemps, où un homme a réalisé le premier geste d'appropriation d'un élément de la nature. Locke analysait ce qui, dans ce geste, lui octroyait en effet un droit de propriété. Pour définir cet avant, où la nature n'était pas encore possédée, Locke disait c'était l'Amérique. Alors aujourd'hui, oui, le cas typique d'un espace naturel encore non possédé, c'est sans doute l'Arctique. Et on l'a entendu, la concurrence est rude entre les prétendants au titre de propriétaire. Je vous propose de revenir à Locke tout de suite. Qu'est-ce qui pour lui créait le droit de propriété ? C'est le travail, nous disait-il au chapitre 5 du second traité du gouvernement civil, publié en 1690. Mais Locke n'a-t-il pas un petit peu sous-estimé ce problème de concurrence que nous venons de voir? On l'écoute. Bien que la terre et toutes les créatures qui appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni et laissé, et il y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Ce travail étant indiscutablement la propriété de celui qui travaille, aucun autre homme que lui ne peut posséder de droit sur ce à quoi il est joint, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d'aussi bonne qualité. Lorsqu'il a donné le monde en commun à tout le genre humain, Dieu a aussi commandé à l'homme de travailler. Dieu, et sa propre raison, lui commandait de maîtriser la terre, c'est-à-dire de la mettre en valeur pour l'amélioration de son existence, et par conséquent d'y ajouter quelque chose qui fût sien, à savoir son travail. Cette appropriation d'une parcelle de terre, par le biais de sa mise en valeur, ne causait préjudice à aucun autre homme, puisqu'il en restait suffisamment et d'aussi bonne qualité,
plus même que ceux qui n'étaient pas encore pourvus ne pouvaient en utiliser. Personne ne pouvait se juger lésé parce qu'un autre homme buvait, même à grands traits, alors que toute une rivière de la même eau lui était laissée pour étancher sa soif. Le cas de la terre et celui de l'eau, lorsqu'il y a assez de l'une et de l'autre, sont parfaitement identiques. C'était Aïda Ndiaye qui vous a lu cet extrait du chapitre 5 du second traité du gouvernement civil de John Locke, texte de la toute fin du XVIIe siècle. Vincent Valentin, il y a beaucoup de choses dans ce texte, on va tout décortiquer. Il y a notamment cette idée du travail qui fonde le droit de propriété. Et chez Locke, qu'est-ce que c'est le travail? On a l'impression que le seul fait de ramasser des glands sous un chêne, pour reprendre un de ses exemples dans ce chapitre, suffit à dire qu'il y a travail. Vincent Valentin. Oui, effectivement, alors c'est une question importante qui a produit beaucoup d'interprétations différentes, de savoir à partir de quand effectivement le travail peut être reconnu comme tel, mais si on lit Locke de manière simple, eh bien le simple contact quasiment avec la nature suffit à représenter un travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion d'effort, il n'y a pas la notion de modification, mais c'est simplement d'être en contact avec. Oui. Donc ramasser une pomme, ramasser un gland, ça suffit à être considéré comme un travail. Donc, ce qui est quand même assez étonnant. C'est assez étonnant. Mais peut-être que, si vous me permettez de revenir un peu en amont, peut-être que pour comprendre vraiment la théorisation du droit de propriété privé par Locke, il faut peut-être dire un mot de son intention. C'est-à-dire que dans les débats d'interprétation sur lesquels on va sans doute revenir, il y a cette idée que Locke aurait fondé l'économie de marché. Et en fait, ce n'était pas son objectif. L'objectif de Locke, c'était de répondre aux théories de l'absolutisme, qui pouvait considérer, avec Filmer, si vous voulez, que le souverain a reçu de Dieu la terre, et donc la possession de la terre. Et c'est lui qui la distribue. Et donc, l'obsession de Locke, qui lutte contre l'absolutisme et qui est un des théoriciens donc, de la seconde révolution anglaise, eh bien, c'est de mettre une limite à cette souveraineté de l'État. Et comment mettre... Voilà. Alors, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et dans cette perfection, il y a la paix universelle, mais il y a également le fait que tout est commun, que tout sera commun. Voilà, selon moi, selon ma théorie, selon mon analyse, on pourrait dire même, l'humanité va vers un moment où elle aura fini de construire son monde, de construire son espace, de maîtriser totalement son environnement, mais de manière absolument écologique. Ce n'est pas un environnement qui sera basé sur l'obsolescence programmée ou quoi que ce soit. Les choses seront durables, totalement écologiques, totalement universalisées, c'est-à-dire voilà, si on arrive à la paix universelle, à un fonctionnement universel, c'est-à-dire autour des systèmes qu'on a déjà créés, qui ne fonctionnent pas encore correctement, mais bon, voilà, l'ONU, les systèmes universels, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, du tourisme, du travail, la gestion des mers en commun, etc., la vision écologique mondiale, etc. Tous ces organismes mondiaux sont destinés, alors évidemment ça demande à se projeter dans 100, 200, 300, 400 ans, peut-être, mais l'humanité a le temps devant elle. Il suffit de voir où nous en étions il y a 400 ans, ou il y a 600 ans, ou il y a 800 ans, et où nous en sommes pour comprendre que nous allons vers un but qui est une finalité en somme. Et cette finalité, c'est cette perfection. Donc, la perfection vers laquelle nous allons, c'est un monde devenu paradisiaque, que nous avons construit comme un paradis, dans lequel il n'y aura plus de raison d'avoir
la propriété. La propriété n'aura plus de sens parce que la propriété, elle nous sert uniquement pour faire progresser cette humanité. On achète, on vend, etc. Voilà, tout ça, c'est un moteur de construction. Le système actuel, un système où la propriété passe de main en main, ça évolue au cours des siècles, au cours des millénaires. Et donc, toute cette activité et toute cette philosophie dans l'émission de France Culture de qu'est-ce que la philosophie nous parle, qui est une des émissions, enfin, France Culture, c'est pour moi l'exemple idéal de ce que doivent être des médias en réalité pour faire évoluer la conscience humaine. Bon, bref. Donc, évidemment que la philosophie dont parlait John Locke et qui va évoluer vers les libertariens, vers ceux qui sont absolument pour la propriété et qui veulent même extraire l'État, enlever tout ce que possède l'État, c'est-à-dire tout ce que possède le peuple en réalité, pour aller vers la propriété personnelle, individuelle. Donc, tout ça est destiné à être dépassé. Simplement, on est d'accord qu'on vit dans un moment où la propriété, c'est quelque chose, c'est important, etc. C'est comme ça qu'est constituée la société. On voit d'ailleurs les débordements actuels que ça fait, les milliardaires qui peuvent acheter des milliards d'hectares sur cette terre. Bon, bref, on voit bien qu'il y a un problème avec ça. Et ces problèmes, ces exagérations, qui sont légitimes, hein, quand quiconque deviendrait multimilliardaire, il est obligé d'en faire quelque chose au fond. Il ne peut pas, à part d'être un altruiste fondamental et de distribuer sa fortune, il va vouloir l'accumuler, vouloir s'enrichir encore, etc. Et donc, c'est des mécanismes légitimes, simplement, on n'a pas mis les barrières. Mais ces exagérations sont là aussi pour s'autodétruire. C'est ce qui autodétruit, en fait, les systèmes. Quand un système rentre dans la toute-puissance, il commence à exagérer et il est renversé. Et il finit par être modifié. Il y a des lois qui vont sortir, qui vont faire... par exemple, il y a eu dans les médias, il y a une agglomération des médias autour d'une seule personne, etc. Et là, on commence à poser des lois, à poser des interdits, etc. Tout est... le système, il s'autorégule un petit peu comme ça. Bon, bref, ça c'est une chose. En tout cas, au moment où la société prendra conscience que nous avons un sens et que nous allons vers cet état d'ultime perfection, que cet état d'ultime perfection, l'homme ne prendra plus son plaisir à travers ses pulsions de domination, de possession, etc. Voilà ce qui fait tel que le plaisir que nous avons actuellement, c'est un plaisir qui est lié à nos pulsions et qui nous permet de construire l'humanité. Grâce à ces pulsions, on construit l'humanité. Donc nous sommes pour l'instant des hommes constructeurs d'humanité. On construit la perfection, mais on a besoin de ces pulsions, de ces instincts, de l'envie, de la jalousie, de l'ambition, de l'agressivité, etc. Tout ça. Mais lorsque le monde sera finalisé, tout cela,
ça n'aura plus aucune importance. L'homme, en fait, il aura juste besoin, il aura juste envie de jubiler de cette existence, juste envie d'être nomade dans un monde où tout est ouvert, tout est à tout le monde, tout appartient à tout le monde. Donc voilà, où que vous alliez, vous arrivez, vous avez gîte couvert, etc. Vous pouvez vous rencontrer les êtres humains. Alors évidemment que pour ça, il faudra avoir dépassé aussi le moment où l'homme est un loup pour l'homme. Encore aujourd'hui, l'homme représente un danger pour l'homme. La nature représente un danger pour l'homme. Tout ça, ça sera réglé. Dans 400, peut-être plus davantage, peu importe, mais il y a un moment où l'homme ne représentera plus un danger pour l'homme. Une grande partie de son danger vient aussi du fait que nous voulons posséder plus que l'autre, que la possession est une façon de réclamer de l'amour, en fait. Donc le vol, l'agression, c'est une demande d'amour qui ne sait pas se réaliser autrement que comme ça. Voilà, je vais aller voler tout ça, et pour que autour de moi, les gens de mon clan me valorisent, disent, on voit que j'ai une belle voiture, enfin toutes les valeurs que le monde libéral propose. Donc tout ça, ça sera réglé, ça sera dépassé, l'humanité aura dépassé cette chose-là. Alors, ce qui veut dire que, et d'ailleurs on le voit, que maintenant le problème de la possession, le problème de... Donc au fond, en fait, que la seule propriété vers laquelle on reviendra, tout simplement, c'est la propriété de soi-même. La propriété de soi, c'est celle-ci qui est intouchable en réalité. Il n'y a que soi qui peut toucher à soi en réalité. Donc, ce qui veut dire que l'esclavage sous toutes ses formes sera dépassé. Voilà. En fait, le fait d'être obligé de se vendre à une entreprise pour pouvoir manger, etc., ça sera terminé, puisque en réalité, tout aura été constitué. Et l'humanité n'aura plus besoin d'être dans une débauche d'objets, de création, puisque tout sera réalisé en réalité. Voilà, on sait réaliser des choses parfaitement durables. On sait faire des objets qui peuvent durer des centaines d'années. On sait, voilà, quand la société, quand elle veut s'éviter l'obsolescence programmée, elle sait absolument le faire. Un distributeur de billets, il n'est pas sur l'obsolescence programmée, c'est d'une résistance inouïe. Voilà, donc on sait faire ça, on sait gérer ce genre de choses. Et donc, on voit, par exemple, chez les libertariens, comme Freeman, sur cette émission, ils en parlent. Je vous recommande de l'écouter, cette émission. Freeman ne veut pas du tout d'État, en somme. Il voudrait que ça soit la propriété, que tout soit privé, que la police soit privée, etc., les hôpitaux, Bon, on voit ce qui se passe avec ce genre de choses. Là, nous sommes dans ces 30 ans, là, ces 30 ans, ce sont les 30 ans de néolibéralisme, ce sont
sont un modèle d'une évolution vers un système libéral, de plus en plus libéral, où on a privatisé plus ou moins les hôpitaux. Disons que voilà, on fait fonctionner un système qui est prévu pour être public et pour servir à l'ensemble de la population, donc où il n'y avait pas de restrictions de personnel, on n'était pas dans un système qui devait être efficace parce que voilà, l'argent devait aller dans ces endroits-là, les hôpitaux, l'école, la justice, la prison, etc., etc. Là, on se devait de ne pas faire d'économie sur ce genre de choses. Bon, à partir du moment où on part sur les valeurs libérales, on voit ce que ça donne, un personnel complètement affolé, complètement submergé, parce qu'il n'a plus du tout... On n'est pas en train de construire des voitures, on n'est pas en train... C'est complètement autre chose. Et donc, on se rend compte qu'il y a un problème majeur. On voit, il donne les valeurs libérales à la Poste, et bientôt, il faut que... maintenant, il faut se faire payer pour avoir un petit peu de communication avec les personnes âgées qui sont isolées. Si elles veulent pouvoir parler avec leur facteur, avoir un peu d'humanité, il faut qu'elles payent. Non mais bon, on se rend compte de l'aberration de tout ça dans cette chose. Donc, la finalité de l'humanité, c'est de dépasser tout cela. Et donc, là, on se rend compte que le modèle actuel, par son excès, il va être renversé. Donc, l'ultralibéralisme, c'est une voie complètement opposée à l'évolution de l'humanité. Ce qui va se produire dans les années qui arrivent, dans les décennies qui arrivent, peut-être ça prendra un peu de temps, mais c'est justement l'inverse de la privatisation des choses, ça sera la nationalisation. Mais au lieu de passer par l'idée de nationalisation, ça sera à un autre niveau. C'est-à-dire que ça appartiendra soit à l'humanité, si on arrive à plus rapidement à comprendre que le patrimoine commun est fondamental, l'eau, etc. Là, et de toute manière, les soucis nous mettent le nez devant le fait que nous sommes devant un patrimoine commun. Il y a un problème d'eau qui va émerger très rapidement, et on voit là, on est en plein moment de révolutionnaire avec ce qui s'est passé dans les bassines, voilà, où quelques personnes veulent thésauriser les nappes phréatiques, etc. Et donc il y a une révolte, il y a une révolte intense qui se fait contre ces choses-là. Et ça, c'est évident que le bien commun universel, c'est le but, c'est l'horizon de l'humanité. Et c'est vraiment paradoxal qu'en ce moment, alors qu'on comprend bien qu'on est devant le problème de ce bien commun. Et le peuple, pour lui, c'est pas la possession qui va être importante, il va pas courir derrière le fait de la privatisation, ça l'arrange pas, c'est pas quelque chose qui l'arrange. Il sera plutôt favorable à l'idée que le bien commun appartienne à la terre, appartienne à l'humanité. Pour quelqu'un de pauvre, c'est plus avantageux de penser que l'ensemble doit appartenir plutôt que le modèle que nous connaissons, où quelques milliardaires
les 5000 milliardaires possèdent quasiment tout ce qu'il y a sur cette planète. On est bien d'accord que ça sera pas quelque chose qui va être utilisé. Donc voilà, la finalité, elle est d'aller vers l'universel. Donc cette lutte qui est actuellement, par exemple, voilà, le bien commun, la lutte pour le bien commun, la lutte pour passer à un respect de l'individu, qui est de sortir l'humanité de cet esclavage dans lequel le néolibéralisme nous a plongé. On voit à quel point la privatisation du monde est un problème majeur. Le libéralisme n'est plus... Il a été fondamental pour l'évolution. Maintenant, il devient morbide pour l'évolution. C'est clair que ce modèle est destiné à être renversé, et il est sur la fin. Et comme tout mouvement qui est en train de mourir, il a des soubresauts, et ces soubresauts font la violence que nous voyons là, par exemple, comme l'État ne peut pas comprendre encore philosophiquement, parce que les dominants sont moins intelligents que le peuple, hein. C'est pour ça qu'on va vers la démocratie, la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que ce sont les valeurs du peuple qui sont privilégiées, qui doivent être utilisées. Les dominants, donc l'État actuel, il est moins intelligent que le peuple, et donc le peuple ne veut pas de ses bassines, par exemple, et l'État, comme un bourrin classique, va envoyer l'armée, enfin la police, avec des ordres d'être impitoyables, et on finit et cette violence finit par renverser quasiment l'État dans un système comme ça. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours la goutte d'eau qui fait que ça devient insupportable à tout le monde, et donc le système le peuple va demander, réclame un changement de vision, d'attitude, etc. Voilà. Eh bien donc, je suis désolé, je suis monté un peu haut en tension. Alors c'était donc l'émission de France Culture avec philosophie, et c'était l'épisode 1 sur 4. Pourquoi la propriété est-elle un droit? Voilà, alors c'est un droit, mais c'est pas un droit inaliénable, et c'est un droit pendant le temps d'évolution de l'humanité, mais qui est destiné à être dépassé. La propriété, voilà, d'autres disent la propriété c'est le vol, et au final ils avaient raison. On a été obligé de passer par une période de propriété, des millénaires de propriété, d'idées de propriété. C'était pour faire évoluer l'humanité, mais on sortira de ce modèle-là qui n'a pas toujours existé. En Amérique, les Indiens, avant que nous arrivions, les terres appartenaient, étaient communes, etc. Voilà. Donc on ira vers quelque chose comme ça. L'humanité va vers un état comme ça, sauf qu'elle sera protégée des prédateurs humains, protégée. Elle aura trouvé le moyen pour que chaque être humain, plus aucun être humain n'aura dans l'esprit la capacité de vouloir être un prédateur pour autrui. Donc il n'y aura plus de danger à craindre, voilà. Mais il y aura un système qui protégera les hommes de toute tentative d'opprimer autrui, etc. Voilà.
Je me suis mal fait comprendre, mais j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Merci de votre écoute et à très bientôt.